Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de CVE, de vulnérabilité de Zero Day. Ce sont des termes qui sont peut-être des fois un peu compliqués et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à trouver de nouvelles vulnérabilités et combien j'en ai trouvé au cours de ma carrière. Alors ces CVE, elles n'ont pas été découvertes en un instant, elles ont été vraiment découvertes au fur et à mesure du temps. La première, je l'ai découverte en 2017 quand je débutais. Je suis parti un mois au Luxembourg pour mon travail et c'est là où vraiment j'ai pu faire mes armes avec des personnes qui avaient plus de 10 ans d'expérience. Donc ils ont pu me donner les bonnes méthodologies et surtout m'orienter sur la façon de rechercher des vulnérabilités qui ne sont pas encore découvertes par les éditeurs. Une CVE, c'est justement une vulnérabilité qui n'a jamais été découverte. Donc c'est-à-dire qu'on va attribuer un numéro à une vulnérabilité et il va y avoir une classification qui va être faite en fonction de son impact sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, et ils intègrent bientôt une espèce de notion d'imputabilité. Bien sûr, une vulnérabilité qui permet d'exécuter du code à distance sans authentification va être beaucoup plus importante qu'une XSS par exemple. Si tous ces mots ne vous parlent pas forcément, je vous invite vraiment à regarder l'ensemble de mes vidéos pour arriver à contextualiser un petit peu plus. Dans ma carrière, j'ai eu l'opportunité de découvrir 6 CVE. Alors bien sûr, pour découvrir des vulnérabilités, il faut attaquer des produits qui sont récents. Toujours le faire de manière légale. Mais il va falloir avoir des approches qui vont varier. Et c'est là où en général on va avoir une approche qui s'appelle déjà l'analyse. Donc il faut déjà comprendre comment le site fonctionne, comment le produit fonctionne, pour arriver à le déstructurer et ainsi trouver de nouvelles vulnérabilités. Bien sûr, après l'idée c'est d'aller modifier un peu le comportement de base pour arriver à obtenir justement des écarts de comportement et ainsi identifier de nouvelles vulnérabilités. Ça, c'est le principe de l'analyse et le fait de trouver des vulnérabilités de manière plutôt générique. La première vulnérabilité que j'ai pu trouver, je vous mettrai la CVE directement là sur la vidéo. Vous ne la trouvez pas sur internet si vous la cherchez, donc ce n'est pas la peine d'essayer de la googliser. Tout simplement parce qu'en fait, c'est là où il y a une vraie problématique autour de ces vulnérabilités. C'est quand elles sont trop confidentielles et qu'elles ont un impact qui est majeur, on ne peut pas les diffuser. On a vraiment des clauses de non-divulgation. Et nous, c'était un produit, à l'époque, on attaquait, qui était un logiciel de business intelligence. Donc là, on remonte à 2017 et encore aujourd'hui, on n'a pas le droit de divulguer des informations sur le sujet. Ce logiciel de business intelligence, c'était un client lourd, c'est-à-dire que ce n'était pas une application web. L'objectif était de traiter des données financières et d'en sortir des statistiques. L'objectif de notre audit, c'était d'aller justement analyser la sécurité de ce produit qui était uniquement dans certaines structures financières du Luxembourg. Donc quelque chose de quand même assez précis, mais de quand même très important. La première chose qu'on a commencé à faire, c'est par analyser les flux qui entraient et qui sortaient du logiciel. On s'est aperçu qu'il y avait un fichier qui transitait, qui contenait des identifiants et des mots de passe qui étaient chiffrés. Donc à partir de là, on était un petit peu surpris de pouvoir l'intercepter de cette manière-là. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce logiciel, on l'a mis dans IDA Pro, qui est un logiciel qui permet de faire du reverse engineering, donc de la rétro-ingénierie, de comprendre comment ça fonctionne. Et on est allé voir les différentes fonctions pour voir comment ça marchait. On a vu qu'il y avait un aspect cryptographie et ce n'était pas de la cryptographie traditionnelle. Parce que quand je regardais les mots de passe qui étaient chiffrés, il y avait une espèce de récurrence, une espèce de mécanique en fait qui était derrière, qui n'était pas standard. Et donc on s'est aperçu qu'ils avaient fait de la cryptographie maison à l'intérieur de ce logiciel, ce qui est je pense l'une des pires idées qu'on puisse faire. À partir de là, mon collègue de l'époque continue d'attaquer le logiciel par différents canaux possibles, avec des proxys, avec des injections de données ou autres. Et de mon côté, je me mets en tête de casser cet algorithme cryptographique parce qu'à l'époque c'était vraiment ma spécialité et donc de rentrer en détail et de comprendre comment ça fonctionne. Je m'aperçois qu'il y a une espèce de décalage de lettres, un croisement de certaines informations et donc je commence à implémenter en fait cet algorithme là en Python avec ni plus ni moins que directement un des mots de passe qui a été chiffré pour essayer de le retrouver en clair. Et après quelques tentatives, j'ai passé à peu près un jour et demi de travail à vraiment travailler sur la question, conceptualiser l'algorithme et à l'écrire en Python. Je me suis aperçu que j'arrivais à retrouver le mot de passe en clair. Ensuite, j'ai chargé le fichier intégral et donc on s'est retrouvé à avoir la liste des mots de passe, on a pu se connecter avec et donc compromettre l'intégralité du logiciel. On en a fait par notre client qui nous explique que c'est la toute dernière version du logiciel, qui ne peut strictement rien y faire, et donc à partir de là, il va falloir rentrer dans un discours avec l'éditeur. Et l'éditeur étant quelqu'un de très fermé parce que justement il distribue des logiciels pour des entités qui sont très importantes, c'était compliqué de pouvoir y avoir accès. On a été obligé de passer par le
Circle, qui est le CERT luxembourgeois qui nous a permis de faire pare-feu entre cette société qui pouvait nous traîner en justice même si on avait été mandaté par la société d'origine parce qu'on avait trouvé une vulnérabilité qui potentiellement les impactait vraiment très fort. Nous, notre objectif, c'est de faire ça dans les règles, dans un cadre qui était vraiment maîtrisé. À partir de là, mon collègue a développé l'algorithme en C pour aller beaucoup plus vite pour optimiser les performances, mais ma version en Python marchait déjà très bien à l'époque. Il y a eu des premiers discours, des premiers échanges qui ont été mis entre le Circle et cette société, et nous également, bien sûr à coup de mails chiffrés avec du PGP, c'est totalement obligatoire. On ne s'amuse pas à faire fuiter ce type d'informations qui sont vraiment confidentielles, et on nous a dit surtout de ne divulguer aucune information sur le sujet parce que c'était beaucoup trop critique, parce que ça veut dire que n'importe quelle personne qui était sur le réseau d'une des entreprises qui interceptait le fichier via une technique de man in the middle avait la capacité à déchiffrer grâce à notre algorithme l'ensemble des mots de passe et accéder au logiciel et accéder à l'ensemble des informations financières. Donc un impact vraiment très fort. Et en fait, l'impact a été tellement fort qu'on a essayé pendant des échanges avec eux pendant un an et demi, de pouvoir divulguer des informations après correction. Et en fait, on n'a jamais eu le droit. On est aujourd'hui encore sous le couvert du silence à ne pas avoir le droit de divulguer ces informations. Pour ça que je reste quand même très généraliste sur ce que je vous donne, parce que je suis quand même tenu par contrat de ne pas vous donner toutes les informations. Mais comme quoi, il est possible de trouver des zero day, même sur des logiciels qui sont censés être vraiment faits pour des sociétés financières et autres. Et c'est là où je me suis aperçu que dans ma carrière, les vulnérabilités que j'ai trouvées, souvent elles étaient plutôt sur des grosses entités que sur des petites structures qui vont utiliser des produits qui sont très génériques. Plus le produit est spécialisé, moins il y a de personnes qui l'ont audité et plus vous allez pouvoir rentrer en détail. La deuxième CV que j'ai trouvée, c'était toujours dans le cadre du Luxembourg. J'avais comme mission également d'auditer l'ensemble des sites de sécurité que ma société proposait. J'étais dans une société d'audit, donc on avait tout un tas de produits pas ouverts pour les clients, mais plutôt pour un site vitrine, nos sauvegardes et ce genre de choses. Et donc, de temps en temps, quand j'avais un peu de temps le soir, je m'amusais à les auditer parce que c'était une vraie passion. C'était pas du travail pour moi, c'était vraiment une vraie passion. Et il y a un soir où je contacte mon collègue, je lui dis bah là, j'ai trouvé une XSS. Une XSS, c'est un morceau de script qu'on va injecter dans une page qui va refléter une action qui permet de faire un vol d'authentification et autres si on le souhaite, ou un vol de cookies. Il y a plein de choses à faire avec, ou un défacement par exemple. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet si ça ne vous parle pas. Et je le contacte parce que normalement nos services étaient tout le temps vraiment à jour, il faisait très attention à ça. Pour une société de cybersécurité, c'était indispensable. Et je lui dis voilà, j'ai trouvé cette vulnérabilité, est-ce que tu peux mettre le soft à jour? Parce que dans les releases que j'ai vues sur le logiciel, c'est pas écrit qu'ils l'ont corrigé, mais on doit avoir une version de retard, elle a dû être mise à jour il y a quelques jours, pense bien à mettre à jour. Et là, il me dit qu'en fait, la version est sur la toute dernière version, on est vraiment à jour au bout du bout. Et la vulnérabilité qui a été trouvée, c'est vraiment une CVE, donc c'est quelque chose qui n'est pas connu par l'éditeur et qu'il faut lui communiquer. On a eu de la chance, c'est un produit qu'on utilisait quand même assez souvent, qui est open source, donc on a contacté les personnes, et là, très gentil, très abordable, qui nous ont dit oui, avec grand plaisir, on va corriger ça tout de suite. Et le lendemain, il y a eu une mise à jour. Ils nous ont dit attendez quelques jours le temps qu'on puisse la passer avant de la divulguer. Mais du coup, vous la retrouverez directement sur Internet. Donc, je peux vous la montrer si ça vous intéresse. Donc, j'ai écrit un petit article en 2017 sur le sujet. Et donc, ici, c'était le produit UR Backup Server qui permet de faire de la sauvegarde. Et on avait un champ avant authentification où on pouvait injecter de l'HTML et y compris du JavaScript, ce qui permettait de faire différentes actions. Là, c'est une simple pop-up, c'est pour montrer que ça a été mis en place. Et quand vous trouvez une vulnérabilité comme ça, il faut faire d'abord une demande de CVE au niveau du MITRE. Donc ici, vous avez la référence. Ça prend un certain temps avant qu'il daigne vous répondre. Et après, vous pouvez aller publier votre exploit sur votre site internet, sur GitHub, sur tout un tas de choses, sous condition que l'éditeur ait donné son accord. Vous voyez, là, ici, vous avez des informations. Et vu comme c'est un produit open source, c'est quand même allé assez rapidement et c'est là où c'est quand même assez agréable. Bien sûr, ce n'était pas une vulnérabilité qui était non plus extrêmement critique. J'ai plus le numéro avec lequel elle a été notée, mais ça n'empêche pas qu'elle avait un impact et qu'il fallait absolument qu'elle soit corrigée. La troisième CVE que j'ai pu trouver, c'était dans le cadre d'une de mes missions quand j'étais sur Lyon. On avait régulièrement des clients qui nous apportaient des nouveaux produits à auditer ou des infrastructures complètes à auditer. Majoritairement des sites web parce que c'est ce qui se pentest le plus et là on fait le plus de désintrusions. Et dans une grande organisation française
ils avaient un produit qui s'appelait Cercopitech, qui est un wiki sur lequel ils ont retrouvé tout un tas d'informations pour l'interne, où ils diffusaient des informations dessus. La méthodologie, quand on attaque ce type de produit, on utilise la méthode OWASP avec une grille de choses à tester, dont des injections de données. C'est-à-dire que tous les champs qu'on va rencontrer, globalement, on va essayer d'injecter des données qui sont mal formées. Si par exemple le champ il attend une lettre, on va lui envoyer un chiffre, un caractère spécial, et on attend de voir un petit peu comment ça va se réagir. Et à partir de là, j'ai trouvé justement une injection SQL. Donc c'est une injection qui permet d'interagir directement avec la base de données, de sortir les informations de la base de données, et ça sans authentification sur le produit. Donc une vulnérabilité qui est classée assez fortement parce qu'on a accès à ces données. Ici, vous avez le numéro de la version et tout ce qui va avec. Pareil, je suis rentré dans un échange avec cette société en question qui a été plutôt assez rapide, qui a proposé une mise à jour à mon client parce que bien sûr, l'objectif de cet audit, c'est d'abord de proposer une solution au client avant que l'information soit diffusée. L'idée, c'est pas le mettre en péril parce que vous avez trouvé une vulnérabilité et que vous la diffusez. Il faut que votre client soit d'accord, il faut que l'éditeur soit d'accord. Une fois que tout le monde était d'accord, que l'éditeur a proposé un patch, que mon client a patché, là, j'ai pu avoir le droit de diffuser cette information. Et donc, j'ai écrit un bout de code que j'ai publié sur ExploDB, PacketStorm, c'est répliqué un peu de partout sur Internet. Et donc ici, vous avez en fait dans une des vues la possibilité de changer d'ID et l'injection que j'ai faite. Ici, vous avez le numéro de la version, sur quoi ça a été testé. Et là, je mets un -1. -1, ça veut dire que je ne veux pas avoir le résultat de la requête initiale. Et après, je concatène une requête avec l'autre. Donc, il y a une première requête SQL qui est faite au sein du logiciel. Et je vais la concaténer avec une seconde requête SQL qui va avoir un certain nombre de colonnes pour matcher avec la première requête. Et là, par exemple, je sortais le numéro de la version du logiciel, mais on pouvait sortir toutes les données qu'on souhaitait. Là, l'idée, c'était juste de montrer, c'est une preuve de concept, toujours apporter une preuve de concept. Bien sûr, il y a eu d'autres injections SQL chez d'autres clients qui n'ont jamais été diffusées parce que trop compliqué, parce qu'on était sur des terrains qui n'étaient même pas publics, avec des logiciels qui n'étaient pas publics. L'idée d'une CVE, c'est qu'en fait, elle va impacter un grand nombre de personnes. Et c'est aussi pour ça qu'il faut la diffuser pour que les gens puissent s'en protéger et qu'on ne soit pas juste un petit groupe de personnes qui ait les informations. Quand les CVE sont vraiment critiques, elles sont rachetées par le gouvernement et autres directement les exploits. Et donc c'est pour ça que moi j'ai plusieurs CVE qui sont en stand-by. Alors elles n'ont pas forcément été rachetées par le gouvernement, mais c'est des très grosses entités et ils ne veulent absolument pas que ces données soient diffusées parce que l'impact soit vraiment majeur. Sur le même produit, j'ai trouvé également une XSS, donc vous voyez qu'il y a la 13045 et la 13046 qui étaient réservées, et celle-ci n'a jamais été diffusée parce qu'elle n'a jamais été corrigée tout simplement par l'éditeur, qui n'a jamais souhaité la corriger, donc il la garde en sous-main. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi elle est réservée, on ne sait pas par qui elle est réservée, et donc ça discrédite complètement le travail des chercheurs en cybersécurité, ce que je trouve vraiment très dommage de ce côté-là. Alors bien sûr, on en est à la CVE numéro 5, et la CVE numéro 5, je l'ai trouvée chez un de nos clients qui avait des portails captifs au niveau Wi-Fi, donc c'est une entité qui les exposait sur Internet parce qu'ils avaient un très gros réseau, ce qui n'est déjà pas une bonne chose de base, et on avait une centaine d'IP audités. Mon collègue de l'époque qui était sur cette mission, qui vient me voir, qui me dit « Je comprends pas, il n'y a vraiment rien à faire, on n'arrive pas à trouver un moyen de rentrer dans le réseau, ils ont plutôt bien sécurisé les choses. » Je vois ce contrôleur Wi-Fi que j'avais jamais audité, je me dis bon bah je vais me mettre dessus et je vais dérouler la méthodologie OWASP pour voir si je trouve pas des petites défaillances, des petites choses, sachant qu'on est sur une version qui est quand même assez récente. En injectant des données, parce qu'il y avait différents champs, j'injectais des listes de caractères un peu mal formés, des caractères chinois, des caractères cyrilliques, vraiment je faisais varier pour essayer de voir un peu comment l'application elle réagissait. Et je m'aperçois que j'ai des crashs mémoire qui apparaissent. C'est-à-dire que quand un contrôleur, des fois, se met à ne plus répondre, il exporte une partie de sa configuration dans un dump mémoire pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Et donc, je récupère ce dump mémoire et dedans, les mots de passe pour les authentifications, la configuration, l'ensemble des choses. Et je me dis, c'est bizarre, quand je regarde la date de création, c'est pas juste un fichier qui a été oublié. La date de création, elle date d'aujourd'hui et à peu près aux heures où j'étais en train d'injecter des données. Je me dis, il y a quelque chose qui a dû se passer, quelque part. On va essayer de le retrouver. Je relance mes injections et là, je vois qu'il y a un nouveau crash avec cette information, un nouveau dump avec cette information, avec une heure qui a été modifiée.
Donc là, au fur et à mesure, j'essaye jusqu'à trouver le caractère en fait qui fait planter l'application, qui génère ce crash et qui permet d'accéder à la configuration interne du produit. J'en parle avec mon client, il me dit qu'ils sont sur une des dernières versions, qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc déjà, je lui demande de la couper de l'accès Internet pour éviter qu'il se fasse pirate à distance. Et puis, c'était l'époque où j'allais sur beaucoup de salons en cybersécurité et je vais rencontrer HP. HP qui est toujours le producteur du produit Aruba. Je vais sur le stand et je leur en parle de manière très synthétique. C'est plutôt des commerciaux qui sont en face et je leur demande le contact des équipes techniques en leur expliquant dans les grandes lignes la problématique et surtout pour avoir un patch pour notre client. Ces personnes nous donnent le contact qui est en Irlande, donc il faut quand même parler correctement l'anglais. Euh, J'envoie les informations. Là, les équipes nous répondent que c'est pas sur la toute dernière version du produit, mais sur une juste avant. Sauf que le problème, c'est que le contrôleur de l'époque ne supportait pas la toute dernière version. Donc j'en parle et ils nous disent de rien divulguer. C'est clairement les échanges qu'on a eus avec eux. La CVE a bien été attribuée, il dit on a réservé un numéro de CVE, donc la CVE, je vous la mettrai pareil, elle est réservée, elle est pour moi, il y a toutes les informations. Mais en fait, on n'a jamais le droit de diffuser cette information. Je pense qu'ils ont seulement bloqué en fait l'accès aux dump mémoire, mais ils n'ont jamais corrigé en fait ce caractère parce que ça demandait de réintégrer complètement la structure des filtrages de l'application qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire tout de suite. Donc là, pareil, grande problématique et ça prend beaucoup de temps, ça fait déjà quelques années. Et pareil, aucun droit de divulguer. Heureusement, mon client a pu avoir quand même un patch quelques temps après, mais ça reste comme ça en stand-by. Et les grosses entités, quand c'est comme ça, bah, globalement, elles se retrouvent un peu bloquées. Et si le gouvernement leur demande est-ce que vous avez eu des nouvelles CVE qui sont tombées, que vous avez réservées, dont vous avez le code et que vous ne voulez pas diffuser, oui, il leur donne. Ça permet d'attaquer les produits des autres pays. Parce que du Aruba, il n'y en a pas qu'en France, il y en a de partout dans le monde. Et c'est là où je trouve des fois ça un peu borderline, et sachant qu'ils les revendent derrière, vous êtes vraiment la personne qui a été exploitée. Moi, j'ai jamais gagné d'argent en trouvant ces vulnérabilités. C'était vraiment juste une aide publique que je voulais faire. Et enfin, la dernière CVE, je l'ai trouvée en 2021, juste avant de quitter mon travail salarié pour la société dans laquelle je travaillais. Quelques mois avant de partir, on va tester une application pareil dans une grande entité publique. C'est ce qu'on appelle un GAS, donc c'est l'application General Application Server. L'idée, c'est vous avez plusieurs frontaux web qui vont s'afficher et ça permet d'interagir avec les applications qui sont derrière. Je fais mon audit comme j'ai l'habitude de faire et je trouve une exécution de commande à distance. Ce qui est quand même pas courant sur ce genre de choses. Donc c'est-à-dire que vous terminez une requête et dedans vous pouvez injecter des commandes Linux qui vont être interprétées par le système et qui vont être remontées. Donc possibilité d'accès à distance, donc vraiment compromission totale, quelque chose d'assez important. J'en parle avec mon client qui me dit qu'on est en dernière version. Donc je contacte cette entreprise et là j'ai jamais eu de réponse. Donc je m'étais dit que j'attendrais quelques temps pour divulguer les informations. Le numéro de la CVE a été publié et je pense en fait que d'ici quelques temps, je vais envoyer toutes les informations sur Internet parce qu'ils ont refusé de répondre et que vous avez normalement un délai aux États-Unis qui est fixé. En France, c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas forcément de protection. Et là, vous vous retrouvez un peu comme un lanceur d'alerte qui va être totalement exposé à l'ensemble des choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé, que maintenant vous savez un petit peu comment on peut trouver des CVE, comment ça marche, quel est le processus en tout cas à suivre. En général, la manière la plus simple, c'est d'essayer de générer vraiment un comportement différent de ce qui est attendu par l'application. Ça peut être pour des clients lourds le fait de faire de la rétro-ingénierie pour injecter des données à certains endroits qui ne sont pas attendus, craquer certains algorithmes cryptographiques, toujours le faire sur la dernière version. Pour les applications web, ça peut être injecter des données mal formées avec but de faire des injections de templates, des SQLI, des XSS ou ce genre de choses. Et après, des fois, sur certains contrôleurs, c'est d'aller les faire cracher pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Bien sûr, il y a eu d'autres vulnérabilités que j'ai trouvées qui n'ont jamais été remontées en tant que CVE officiellement. On avait trouvé un paquet, par exemple, qui faisait redémarrer certaines box au Luxembourg. Vous lui envoyez un paquet sur l'application web, vous faisiez cracher en fait directement le routeur, il redémarrait jamais. Donc vous pouvez enchaîner et faire un déni de service dessus. Voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de CVE encore à trouver. Mais ce que je trouve assez dommage, c'est que ce processus aujourd'hui, il est vraiment compliqué et qu'on fait tout pour décourager les personnes qui trouvent des vulnérabilités de pouvoir les publier officiellement. Dites-moi maintenant en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!